Bienvenue sur Eudylan Story. On continue avec les films sortis en 2023 et cette fois ce sera seulement les films notés 3,5 puisqu'il y en a beaucoup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, je vous en remercie. Et c'est parti, on commence tout de suite avec du très lourd puisqu'on va parler de Misanthrope, de monsieur Damien Ziffron, si je le prononce bien, qui avait fait Les Nouveaux Sauvages dont j'avais entendu beaucoup de bien. Je n'ai pas vu personnellement, et là pour le coup il débarque avec une scène d'intro, avec un film, un trailer, mais franchement la scène d'intro comme vous n'en avez jamais vu, je reverrai ce film juste pour sa scène d'intro, mais 40 000 fois, elle est assez exceptionnelle, avec un sniper du coup qui va tuer pas mal de monde pendant un feu d'artifice, et donc à chaque feu d'artifice il va tirer un coup de feu, et donc c'est impossible pour les policiers de savoir où ils se trouvent dans un premier temps, et après va s'en suivre évidemment la traque de ce tueur. Donc l'actrice principale va être Shailene Woodley, dont je n'étais pas vraiment convaincu, c'était l'actrice il me semble de Divergente, et là pour le coup je trouve qu'elle joue très bien, elle a un très bon personnage. Cela dit, je trouve que le film traîne par moments en longueur, voilà, ce n'est pas non plus un Seven, on est un petit peu en dessous de ça, je trouve quand même, il manque un petit quelque chose, et le tueur arrive un petit peu comme ça, c'est quelqu'un de lambda. Alors, ben pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est souvent le citoyen lambda qu'on n'avait pas vu venir qui fait un meurtre, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu couillu, il n'y a pas besoin non plus que ce soit toujours un truc ultra compliqué, un gros twist, tout ça. C'est très terne, et voilà, ça critique pas mal la société actuelle, notamment beaucoup la société américaine, je dirais. Voilà, il y a pas que cette actrice qui joue dedans, il y a aussi Ben Mendelsohn, qu'on a pu voir, qui fait le méchant notamment de Rogue One, et il y a aussi Jovan Adopo. Alors on le voit pas très peu, mais on l'avait vu dans, pour moi, le film de l'année pour le moment, Babylone, il jouait le trompettiste. Donc voilà, un bon casting, même un gros casting, un excellent jeu d'acteur, une photographie exceptionnelle, je trouve, et une scène d'intro, mais voilà, marquante, je pourrais la regarder plein de fois, un petit peu d'ailleurs comme la scène d'intro de The Batman, qui était extrêmement marquante là aussi, donc on a le droit à 10 premières minutes, c'est vraiment une claque, et le film pose aussi beaucoup de questions, remet beaucoup en question des choses de la société actuelle, voilà, tout simplement. Donc franchement, chapeau, un bon 3,8 on va dire, pratiquement 4, mais ça reste quand même 3,5 et franchement, chapeau, voilà, franchement c'est au haut du palier, et j'espère que le film sera nominé pour quelques trucs quand même aux Oscars. J'enchaîne ensuite avec Donjons et Dragons, un petit 3,5 de Jonathan Goldstein, et je crois en association avec John Francis, avec un gros cast, Chris Pine, Michelle Rodriguez, qu'on a l'habitude de voir dans Fast and Furious, et voilà, ils ont tout simplement tout compris du Donjons et Dragons, ou de ce qu'attendent les geeks, entre guillemets, moi je me considère comme ça, voilà, donc c'est épique, c'est horreur par moment, il y a une scène ou deux, limite ça fait flipper, c'est de l'aventure, c'est de la comédie, donc il y a un petit peu de tout réuni, c'est bien fait en plus, et j'espère qu'ils auront le droit à une suite, quoi. Franchement, on est captivé par ce qui se passe à l'écran, c'est pas non plus grandiose, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais ça reste quand même de haute qualité, et des films comme ça, on n'en fait plus, donc franchement, moi je demande une suite avec grand plaisir. Je ne sais pas si le film a tant bien marché que ça, mais ça serait dommage qu'on passe à côté d'une suite de Donjons et Dragons, parce que c'est c'est le petit film sympathique à regarder sans problème, où tu passes 2 heures et demie, à peu près, tu passes vraiment assez rapidement, et voilà, tu passes un très bon moment. Donc un bon 3,5 pour Donjons et Dragons. Voilà, le chat est toujours dans mes pattes quand je tourne, évidemment, mais on va continuer de tourner, on s'en fout, nous. Et j'enchaîne avec Scream 6, ah oui, une belle surprise, j'ai trouvé. Donc on retrouve notre duo de réalisateurs Matt Bettinelli et Holpin, qui avaient réalisé le Scream 5, dont j'étais passé, mais totalement à côté pour le coup. J'avais trouvé ce film anecdotique,
À tel point pour vous dire que je me suis demandé si les personnages qu'on voyait à l'écran étaient des personnages de l'opus précédent ou des nouveaux personnages. Je m'en rappelais plus du tout de Ortega, tout ça. Enfin voilà, j'avais totalement zappé. Le chat est en train de tout destroy dans le plus grand des calmes. Désolé. Et ouais, j'avais totalement oublié ceci. Et du coup, très bonne surprise. En fait, le vrai tour de force, et je pense qu'ils ont tout raconté hein, de toute façon. Là où dans le premier il y avait rien, voilà, c'était un Scream vraiment oubliable, comme le troisième opus par exemple. Et là pour le coup, ce qui est intéressant, bon déjà c'est qu'on joue pas sur les anciens personnages, enfin si sur une personnage, la journaliste, putain j'ai zappé son nom. Merde, bah, je vais le mettre en bas. Et en fait, le tour de force, c'est de mettre Scream dans la ville, quoi. Et le jour d'Halloween, donc ça donne des scènes dans le métro où tu te demandes s'il y a le tueur parmi ces Scream déguisés. Ça met nos personnages en danger tout le temps, constamment. Les méchants sont le truc peut-être le plus décevant, ouais, finalement, c'est les méchants qu'on voit venir de loin, un petit peu comme le Scream 5 d'ailleurs, où bon, tu sens que voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais bon, ça reste très agréable. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit aussi le Ghostface utiliser une arme à feu, hein, notamment dans la scène du cachère. Ça marche très très bien. Ça ne fait pas forcément peur, hein, voilà, mais je trouve que c'est un Scream très efficace et bien mieux que le 4, que le 5, pardon. Donc voilà, non, le 4 j'avais bien aimé. Donc franchement, pour moi, pari gagné. Je pense qu'ils ont fait le tour du sujet, ça y est. Et là, du coup, ils vont passer à autre chose puisqu'ils vont prendre pour Scream 7 un nouveau réalisateur ou une nouvelle réalisatrice, je me rappelle plus, j'ai vu le nom passer, et peut-être le retour de Sydney, donc à voir pour la suite. On enchaîne ensuite avec une grosse production Disney. Ils avaient racheté Lucasfilm et je parle évidemment d'une franchise, Howard the Duck. Non, pas du tout. Pas du tout, désolé, il y a eu qu'un film. Excusez-moi, je parle évidemment d'Indiana Jones et le cadran de la destinée. Et il faut dire que derrière la caméra, c'est James Mangold, donc j'avais grande confiance en eux, en James Mangold, qui a fait évidemment Le Mans 66 et le meilleur Wolverine, non pas Logan, mais Wolverine l'immortel. Non, j'adore Logan, j'adore Wolverine l'immortel. Je trouve que c'est un très bon réalisateur, et pour le coup, je trouve qu'il tient son pari. Bah déjà, il a réussi à me faire verser une larme à la fin, par le biais de ce bisou entre Indy et Marion, bien sûr, qui m'a fait monter toutes les émotions en moi. J'espère qu'ils en ont fini avec Indiana Jones, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Alors le film a quand même quelques défauts. Faut dire que le rajeunissement de Indy est très bien fait, hein, de Harrison Ford. Je trouve plutôt pas mal, et ça donne une bonne scène d'intro pour le coup. Sa quête est aussi sympathique, et ça va amener à cette fin assez surprenante, et je trouve assez courageuse de leur part, de carrément les faire voyager dans le temps. Le méchant est plutôt bon, et excusez-moi du peu, il est incarné par Mads Mikkelsen, donc excellent acteur, et franchement ça marche très très bien. Par contre, si, il y a la femme qui est jouée par, je vous le mets juste en dessous, je me rappelle plus son nom, et par contre il y a l'enfant qui va être un espèce de 2001 bis, mais pas vraiment, et qui va être un petit peu leur MacGuffin, où il va venir les sortir d'affaires, un gosse, à une ou deux reprises. Il m'a un petit peu gavé ce personnage. Il y a Antonio Banderas qui est là rapidement, mais qui est, bon, c'est plutôt sympa de le voir là-dedans, pourquoi pas. Évidemment, il y a retour de Salah, hein, qui est joué par l'acteur de Gimli. Et par contre, alors, il y a au moins 3 courses-poursuites dans le film. La première est hyper bien faite, la course-poursuite des tuk-tuk. Elle est très rigolote et franchement stylée. Et après, il y en a encore une autre. Et encore une autre. Et ça, c'est un petit peu trop, quoi. Pour moi, il y a un petit peu trop de courses-poursuites. Donc voilà, ça manque de ce petit côté épique, mais je trouve que c'est bien mieux que le 4. Même si c'est Spielberg derrière la caméra, je trouve que James Mangold fait un bien meilleur film. Malheureusement, le film a floppé, mais d'un côté, je me dis tant mieux, parce que on en aura peut-être fini avec Indy, et je trouve que la scène finale, cette conclusion est très très bien. S'il y a autre chose qui m'a énervé aussi, ça c'est la machine Disney, enfin, ça c'est la machine des franchises, c'est un truc qui m'énerve, c'est « Ah, mon fils est mort ». Alors c'est une phrase, hein. Ça a des conséquences sur la relation entre Marion, Indy, machin, mais de loin, hein, dans le film, c'est très très rapide.
Mais c'est un truc qui me gave. Vous avez mis Shia LaBeouf, voilà, c'était votre décision, vous l'assumez, quoi. Shia LaBeouf est le fils, t'es pas obligé de le montrer, c'est son fils, point barre. Voilà, y a pas besoin. Et ils sont capables d'aller nous chercher un acteur en disant, ou une actrice, ouais, c'est la fille cachée de machin, de telle relation, bon bref. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et du coup, ouais... ça me gave. J'ai l'impression, bon, c'est très rapide, heureusement, hein, ils ne reviennent pas dessus constamment, mais j'ai l'impression de voir Star Wars 9 qui chie sur le 8 pendant 2 heures et demie de film. Non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Le 8 je déteste, hein, mais le 9 c'est encore pire, quoi. C'est wow, ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà pour Indiana Jones. Moi j'ai bien aimé, puis franchement avoir réussi à tirer ma petite larme, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait au cinéma, donc franchement j'ai trouvé ce bisou vraiment magnifique, un beau bisou de cinéma. J'enchaîne ensuite avec Gran Turismo de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp qui nous avait fait Le Gros Bousin Démonique, réalisateur que j'ai suivi depuis District 9, dont j'ai aimé ces 3 autres films hormis Démonique, qui est un film assez bizarre, Démonique. Pourquoi l'avoir fait sans thune, sans studio derrière, alors que ce mec, on le voit bien, a les moyens de se financer et a les moyens d'être sur un blockbuster d'été, hein, on va se le dire clairement. Je crois que le film marche en plus, et d'ailleurs c'est tant mieux parce que le film est bon quand même, la façon dont c'est filmé, tout ça. On a un casting, alors le petit jeune, je suis pas très convaincu de l'acteur principal, Anki Maddouki. En même temps, on lui donne pas grand chose non plus à faire en termes d'émotion, hormis la relation qu'il a surtout avec son père. Bon, son frère c'est un petit peu minime, son frère est vraiment un casse-couille, en mode moi je suis un fouteux, toi tu fous rien de ta vie à part jouer à la PlayStation, oh, ta gueule mec. Bon, ça réhabilite un petit peu le côté geek des gens qui comprennent pas ce que c'est que être devant sa console, tout ce qui engendre l'e-sport derrière, etc., qui a des vraies difficultés, des vrais enjeux. Mais bref, voilà, il y a ce côté-là où il est un petit casse-couille, et par contre il est entouré de l'excellent David Harbour, qui avait fait évidemment le Père Noël dans Violent Night, un petit bijou que je vous invite à voir, et qui est toujours aussi bon en coaching, voilà. Donc on va suivre notre personnage qui va gagner un tournoi Gran Turismo et qui va se retrouver à être dans un tournoi réel pour pouvoir participer au grand championnat et avoir sa licence de driver. Et du coup, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est rotondant en termes de course. Alors, la mise en scène est très bonne, mais ça va être toujours comme ça, que ce soit la partie PlayStation, la première partie gagnée, il va gagner à chaque fois avec un millimètre de différence, et je trouve ça un petit peu exagéré et un petit peu lassant à force, hormis évidemment l'accident qui est assez spectaculaire et très très bien retranscrit à l'écran, je trouve. Et il y a aussi bien sûr Orlando Bloom, Orlando Bloom qu'on connaît, enfin que les personnes connaissent évidemment pour Legolas principalement, et putain, j'ai oublié son nom dans Pirates des Caraïbes, putain de merde, c'est honteux de ma part, merde, le copain de Rose, j'allais dire en plus, oh putain, je pars totalement en vrille, le partenaire de Jack dans Pirates des... Will Turner, oulala. Ouh, ça va pas haut là-dedans. Force est de constater qu'il est bien mieux dans les films comme ça, épiques, chevaleresques, tout ça, que quand il joue un rôle un peu sérieux. Là, il est en roue libre totale, j'ai l'impression. Il sait absolument pas jouer. Il y a 1 ou 2 scènes très gênantes. Tu te dis mais pourquoi il fait ça? Pourquoi ils ont gardé ce plan? Enfin voilà. Mais bon, on le voit pas non plus. Enfin, on le voit, hein, mais bon, c'est pas le rôle le plus marquant d'Orlando Bloom. Je dirais même que c'est peut-être le plus marrant en termes d'interprétation. Voilà pour ce qu'il en est de Gran Turismo. J'enchaîne ensuite avec La Main, film d'horreur très surprenant de 2 jeunes Australiens, Danny et Michael Philippou, film que j'ai vu au dernier moment, dernière semaine d'exploitation dans mon cinéma, séance de 22 heures, puisque j'ai vu la déclaration de Peter Jackson, et oui, les grands réalisateurs, ça sert à ça aussi, et donc il a dit que c'était le meilleur film d'horreur qu'il avait vu depuis des années, et donc j'arrive devant le film, et là je vois production australienne. Je fais, ah putain, l'enculé, il nous a pas fait ça, c'est pas pour ça qu'il a dit ça. Alors c'est un petit peu pour ça, mais pas que, parce que c'est vrai que le film est vraiment bien. D'ailleurs, c'est sûrement le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année pour le moment. Le casting est jeune et rafraîchissant. On les a jamais vus à l'écran, enfin en tout cas je ne les connaissais absolument pas, on va pas se mentir, et je les trouve tous excellents, hein. J'adore le titre français aussi parce que le titre anglais, je crois que c'est Talk to Me, parce qu'en fait quand ils doivent tenir la main, ils doivent dire
parle-moi. Et à ce moment-là, il voit les esprits qu'il rencontre, hein, donc et donc en français c'est la main. Et je trouve que le titre est fort intéressant parce qu'il y a vraiment pas mal de choses de mise en scène par rapport à cette fameuse main, à ce fameux toucher dans le film. Il y a deux trois moments comme ça, et le film est d'une angoissant. Franchement, quand il touche la main, tu te demandes ce qui va se passer, tout ça. Il va mettre en question la société et les jeunes avec TikTok, tout ça, leur portable, qui sont prêts à filmer tout et n'importe quoi et à essayer absolument la nouvelle drogue, parce que ça c'est la nouvelle drogue des jeunes, et qui vont toujours pousser la limite un petit peu plus loin, parce que là il faut tenir la main 90 secondes, et vous en doutez bien qu'il y en a une ou un qui va tenir la main un petit peu plus longtemps que les autres, et ça va partir en couille. Et le film n'hésite pas à être gore aussi, mais un gore franchement c'est vachement bien fait, vachement marquant, et on a même du mal à regarder, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est waouh. Et cette fin, j'ai vraiment adoré cette fin, en mode où les rôles s'inversent et elle se retrouve piégée, enfin elle meurt quoi, finalement elle doit se suicider, hein. On comprend que c'était elle la possédée depuis le début, puisqu'elle a dépassé les 90 secondes pour mettre fin aux souffrances de l'un de son demi-frère. Et du coup, c'est elle qui se retrouve piégée dans la main, et donc la main continue d'être endossée par d'autres personnes, et c'est elle qui apparaît devant les nouveaux ados qui utilisent cette main. Bref, c'est très très intéressant, très intelligent. J'ai vraiment adoré. Je vous invite fortement à regarder ça. Je vais le précommander directement, et ça risque de finir dans mon top 10 malgré la note de 3,5, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui ne vont pas, mais c'est quand même un film très très correct. J'enchaîne ensuite avec un film français. Waouh, j'en vois pas beaucoup en plus, hein, je suis pas très friand, mais là pour le coup, époque un petit peu Renaissance, tout ça. Donc Les Trois Mousquetaires de Monsieur Martin Bourboulon, avec un casting très correct, hein, Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, acteur que j'adore, que j'apprécie fortement, je trouve très attachant, et là pour le coup il tient un rôle vraiment cool. Un film qui se veut épique. Voilà, avec de vrais enjeux, tout ça, un film qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ce qu'aurait pu être peut-être Astérix et Obélix avec un tel budget. Je ne sais pas à quel point le budget par rapport à Astérix entre les deux, mais franchement, force est de constater qu'avec du budget, on peut faire quelque chose quand même de cool, quoi. Et il y a un plan séquence d'une petite bataille machin dans les bois, c'est vachement bien fait, vachement bien foutu, je trouve. Et ouais, on est facilement pris par les enjeux. Il y a quelques longueurs, j'ai trouvé, il manque quand même quelque chose, notamment envers certains personnages dont on s'en fout un petit peu des enjeux, mais ça reste quand même de forte qualité, et j'ai hâte de voir justement cette deuxième partie, hein. Franchement, je l'attends avec grande impatience. C'est une très bonne surprise, les Trois Mousquetaires. J'enchaîne ensuite avec R de Ben Affleck, avec un casting Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman. Voilà, donc un très très bon casting. Ben Affleck est très fort quand même pour les adaptations, je trouve, d'histoires, tirées d'histoires vraies. Il avait fait Argo, qui a franchement pour moi très justement gagné le meilleur Oscar. C'est un film que j'ai pas arrêté de regarder quand je l'ai vu la première fois. Je sais pas, il y a une vraie tension, tout ça. Je ressens toutes ces tensions vraiment palpables pour ce film. J'aime beaucoup. Et là donc il s'entoure d'un très bon casting, et donc ça va nous parler évidemment de la création des Air Jordan et comment ils ont réussi à signer Michael Jordan. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est qu'on ne montre jamais l'acteur qui interprète Michael Jordan. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Soit on le voit de dos, soit il est coupé au niveau de la tête, tout ça. C'est assez stylé, et ouais, on est captivé par ces enjeux et comment ils vont réussir à faire signer la plus grande star de tous les temps, parce qu'on va pas se le mentir, c'est peut-être quand même le plus gros sportif de tous les temps, Michael Jordan. Enfin, c'est un monstre, quoi, que vous aimez ou non le basket. Il faut avouer quand même que c'est quelqu'un. Voilà pour R, qui se regarde assez facilement. J'enchaîne ensuite avec The Son de Florian Ziller, avec Hugh Jackman, Laura Dern et Anthony Hopkins, encore une fois dans un plus petit rôle, donc qui fait suite à son film The Father. Alors ça n'a pas de lien, hein. Donc Florian Ziller avait fait The Father, et l'interprétation est encore exceptionnelle de ces acteurs. On est encore sur du huis clos, hein. On va pas trop sortir des appartements.
voilà, ça va pas trop sortir. Donc on va avoir et on a Vanessa Kirby aussi, excusez-moi, de The Crown bien sûr, excellente actrice. Et donc on va être sur un espèce de quatuor, on va dire, donc entre l'enfant, Hugh Jackman le père, la nouvelle compagne de Hugh Jackman, la belle-mère du coup, et Laura Dern, son ex-femme, donc deux divorces et comment donc l'arrivée d'un nouveau gosse aussi, donc d'un petit frère pour l'enfant, et comment celui-là va vivre le divorce de ses parents, la nouvelle relation avec sa belle-mère, et voilà tout ce que ça va engendrer derrière, à tel point qu'il va en arriver au suicide, les parents, le dur choix de devoir l'interner malgré le fait que lui dise qu'il va bien, jusqu'à cette scène dramatique du suicide malheureusement. Et ce petit twist où tu te dis mais attends, c'est vraiment suicidé ou quoi, où tu vois Jackman imaginer ce que ça aurait pu être s'il ne se serait pas suicidé, tout ça. C'est très intelligent, mais moi j'ai pas eu le côté émotion, c'est ce qui m'a manqué, et il me manque ce côté mise en scène de The Phaser, qui par le biais de sa mise en scène nous faisait comprendre la maladie d'Alzheimer. C'était très très fort ça. The Phaser est vraiment très très fort de ce côté-là, et donc il manque cette petite chose-là pour qu'il passe le palier du 4,5, mais on n'en est pas loin, et franchement Florian Zeller est vraiment un réalisateur à suivre, et j'ai hâte de découvrir son prochain film. Pour finir, il nous reste deux films, Fast and Furious 10, encore d'un français, monsieur Louis Leterrier, qui pour moi nous signe le meilleur film de la saga Fast and Furious depuis Fast and Furious 7, attention à ce que je dis. Déjà, ce qui est très intelligent, c'est qu'il nous prend l'un des Fast and Furious les plus aimés des fans, c'est-à-dire le 5, voilà où je voulais en venir, en nous mettant en scène donc le fils du mec du cartel qui s'est fait buter, donc Jason Momoa, qui est très bon dans son rôle, qui est assez déjanté par moments, assez drôle et voilà, assez sérieux par d'autres moments. Et je trouve qu'aussi on retrouve ce côté vraiment familial, quoi. En plus, il me fait le plaisir et l'honneur de buter John Cena, le soi-disant frère de Dom dans le film. Excusez-moi, ça fait 8 films avant qu'on nous parle de famille et d'un coup il a un frère. Moi je ne peux pas y croire, je ne peux pas trouver ça crédible. Donc j'ai vraiment aimé le côté allez hop on le dégage. Alors par contre pourquoi il n'a pas plus, il y a vraiment des effets spéciaux mais qui piquent les yeux. Malgré tout il reste fun, il y a vraiment ce côté familial retrouvé je trouve. Par contre la scène post-générique où on nous met encore une meuf qui est censée être morte revenir, enfin bref voilà. Mais en tout cas vous l'aurez compris, très bon film. Et je finirai par Élémentaire de Peter John qui avait réalisé donc film d'animation de Pixar, qui avait réalisé Le Dernier Voyage. Je comprends pourquoi les deux précédents Pixar n'étaient pas sortis au cinéma, mais sur la plateforme, parce que tout simplement ils étaient moins bons, et peut-être que Disney les trouvait moins bons, et là pour le coup Élémentaire a le droit à une sortie en salle. Au début ça a pas trop marché, et le bouche à oreille finalement a fait que, et tant mieux parce que c'est un très bon film qui parle de mixité, d'émancipation avec les parents, relation père-fille, ce que c'est de devoir reprendre quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de reprendre. Donc voilà, un film adolescent sur le thème des éléments, donc comme le dit le titre, l'air, etc. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que vous aura plu pour les 3,5. N'hésitez pas à liker, à partager et à lâcher un petit commentaire comme d'habitude pour savoir si ça vous a plu ou non. Et abonnez-vous bien sûr. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.